20% de femmes kinés sont salariées, 9% des hommes. En 2018, concernant l'exercice salarié toujours, 20 246 postes budgétés, 3 090 postes non pourvus, 30% de turnover dans 50% des établissements, doublement du déficit de postes en 2023, à l'horizon 2023. Moi, je vais parler avec ma casquette de directeur d'institut et effectivement directeur des soins à la PHP et souligner déjà que nous avons une réflexion commune entre les collègues cadres de santé en exercice et l'IFMK, parce que ma première conviction, c'est qu'on ne pourra aider l'exercice salarié que si nous travaillons main dans la main entre usagers, service hospitalier et institut de formation. La problématique, elle est systémique. Pour rebondir sur les chiffres, en ce qui concerne la formation, effectivement, on assiste à une désertification des services de l'hôpital depuis des années, ce qui pour nous a un impact fort sur la qualité des stages hospitaliers que nous pouvons offrir à nos étudiants. Et donc, nous avons un effet, délétère au niveau de la formation, puisque ce manque de professionnels, non seulement ne permet pas aux patients d'être bien pris en charge, mais de plus ne permet pas d'assurer la formation de nos futurs, des futurs professionnels. Donc, effectivement, ces chiffres sont très inquiétants. Effectivement, la profession est largement féminisée à l'hôpital depuis plusieurs années maintenant, et donc là, il n'y a pas d'étonnement par rapport à ça. Juste ajouter que cette problématique de pénurie des kinésithérapeutes dans les services est aussi une pénurie qui affecte aujourd'hui les instituts de formation publics, où nous avons énormément de mal à recruter des formateurs pour exactement les mêmes raisons finalement qu'à l'hôpital, notamment une reconnaissance des diplômes et des salaires et une rémunération à la hauteur des professionnels que nous pourrions embaucher. Donc une difficulté majeure au niveau de la formation dans les instituts publics, complètement reliée à cette problématique de manque d'attractivité des kinésithérapeutes à l'hôpital. Un grand turnover, donc une impossibilité de développer des expertises. L'expertise nous permet, nous, de former nos étudiants. L'expertise permet aussi de développer des projets de recherche, notamment dans certains services. Donc là aussi, il y a une difficulté. Énormément de professionnels étrangers qui ont eu une formation donc différente de celle qui est délivrée en France. Donc un encadrement des étudiants qui n'est plus à la hauteur des exigences de notre nouveau référentiel de formation. Donc une véritable alerte aussi en matière de formation sur la qualité des stages que peuvent trouver nos étudiants, qui est complètement reliée à ces chiffres de déficit de professionnels à l'hôpital. Alors on reviendra sur la formation bien évidemment, c'est un point important, on va en parler beaucoup. Pour l'instant, j'aimerais qu'on rappelle, Hervé Chanu, que le déficit de postes de kiné à l'hôpital a pour conséquence une moindre prise en charge des patients, et notamment des plus fragiles, puisque ce sont eux qui sont d'abord admis à l'hôpital. Oui, tout à fait. Alors, en préambule, donc moi je suis président de la collégiale des cadres de rééducation de l'assistance publique, qui représente toutes les filières des métiers de la rééducation. Et on a lancé une alerte, en effet, et je remercie le Conseil de l'Ordre de nous avoir reçus, pour leur dresser un bilan presque catastrophique de la situation des kinés à l'hôpital, où il y a encore aujourd'hui presque une centaine de postes vacants. Il faut savoir déjà que dans les 3 dernières années, il y a 10% de la profession qui a disparu de nos effectifs, c'est-à-dire 73 postes. À cela s'ajoutent aujourd'hui 100 postes vacants. Ça a des conséquences inévitablement, et la première des conséquences, comme vous l'avez dit, c'est une perte de chance pour les patients, une réelle perte de chance pour les patients. À cela s'ajoutent des problèmes, comme le disait Isabelle, de formation, puisque ne pouvant pas répondre déjà à notre mission première de soins, pour avoir du temps pour former nos futurs kinés, c'est encore plus complexe. Les autres problématiques sont qu'il y a une manne importante de kinésithérapeutes étrangers qui viennent
en France pour avoir une autorisation d'exercice. Pourquoi? Parce que je suppose que dans leur pays respectif, ils ont un peu plus de mal à trouver du boulot. Et ça prend de la place aussi en formation des kinés restants, je dirais, en place. Ce qui est une perte de chance pour nos étudiants également. Nous les prenons, pourquoi? Parce que ce sont des kinés européens, mais qui ont un diplôme donc européen, parce qu'ils sont prêts à travailler pour l'institution. La problématique première, j'ai envie de dire, malgré le fait que nos directions sont tout à fait alertées et attentives et nous accompagnent en tous les cas pour que la situation évolue dans le bon sens de la kinésithérapie à l'hôpital, pour autant, il y a encore beaucoup de barrières qui nous empêchent d'être attractifs et de fidéliser nos rééducateurs sur l'hôpital. Madame Citrini, j'aimerais bien votre réaction sur la moindre prise en charge des patients du fait de cette pénurie. Je voudrais d'abord vous remercier, Madame, de m'avoir invité et puis dire un petit message optimiste. Merci infiniment à tous, libéraux et salariés, parce que vous avez un savoir-faire et un savoir-être qui permet de maintenir la qualité de vie des personnes que vous prenez en charge, et à l'hôpital aussi. Quand on arrive à l'hôpital, on met beaucoup de choses derrière le mot fragilité et vulnérabilité. Le soignant, souvent, ne l'envisage que par le biais de la pathologie. Mais la fragilité peut venir d'une personne qui, à un moment critique, va voir sa qualité de vie diminuer. Et le kiné, comme d'autres professions dites paramédicales, mais qui sont des professions soignantes qui viennent en soutien de l'équipe pluridisciplinaire et du médecin, le kiné va être celui qui va permettre à une personne de voir comment la limite de sa pathologie va pouvoir être en contrepoids et pouvoir recommencer à vivre dans un équilibre et dans une qualité de vie à peu près stable ou meilleure. À l'hôpital, il manque. Ils ne sont pas là. Ils n'ont pas le temps parce que l'organisation est contraignante, parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux, parce qu'il est parfois difficile, quand on est masseur kinésithérapeute à la paix, de temps en temps, un coup on est en pneumo, un coup on est en gériatrie. Enfin, il y a des allers-retours qui sont un petit peu compliqués. Et c'est difficile de s'attacher à un patient et de prendre le temps de le remettre en condition et de bien le connaître. Et dans la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est fondamental de bien connaître son patient. Pour deux raisons. D'abord parce que vous allez le réhabiliter à retrouver une qualité de vie dans la limite de sa pathologie. Et puisque aussi quelque chose, c'est que vous êtes le seul professionnel de santé à toucher à l'intime, puisque vous touchez au corps. Et ce n'est pas anodin. Le corps m'appartient. Mon corps m'appartient et vous allez avoir une relation avec mon corps qui a besoin de se construire dans le temps et pas dans les 20 minutes où vous allez devoir venir dans le service. Et cette relation-là, je pense qu'elle est frustrante à l'hôpital, peut-être un peu moins dans les cabinets libéraux, mais à l'hôpital, je pense qu'elle est vraiment frustrante pour l'usager et pour vous. Et ça crée une vulnérabilité supplémentaire. Alors, docteur Lipen, vous êtes l'auteur d'un mémoire sur l'optimisation d'un plateau de rééducation en hôpital gériatrique et sur la problématique de recrutement des masseurs-kinésithérapeutes en SSR d'orthogériatrie. Quels risques avez-vous identifiés? Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Madame Mathieu de m'avoir invité. Et aussi, je remercie Monsieur Chanu parce que le mémoire a bénéficié de ses conseils et en tout cas de son aide très précieuse. Au départ, je vais travailler donc dans une formation de management et mon directeur de mémoire m'avait dit « essayez d'identifier à l'hôpital les points qui ne marchent pas. Qu'est-ce qui dysfonctionne ?» Et donc très rapidement, puisque je travaille dans un hôpital de gériatrie qui a quand même la particularité d'accueillir des patients opérés pour de la rééducation et leur permettre de récupérer l'autonomie afin qu'ils puissent retourner à domicile, eh bien, on a identifié que les lits étaient, entre guillemets, embolisés, c'est-à-dire que les patients restaient longtemps.
Et on n'arrivait plus à libérer les lits pour accueillir les patients récemment opérés. Si bien qu'en amont, en orthopédie, les patients restaient longtemps et ça embolisait aussi aux urgences. C'est-à-dire aux urgences, les patients ne pouvaient pas être couchés dans les lits d'orthopédie. Il y avait une cascade qui faisait que la prise en charge du patient n'était pas du tout optimale. On a réfléchi et on s'est aperçu, on a identifié comme un facteur extrêmement précis la diminution de notre nombre de kinés. Parce qu'on avait moins de kinés, certains étaient partis à la retraite, d'autres avaient choisi de faire du libéral, eh bien la diminution du nombre de kinés avait eu un impact direct sur la filière urgence, orthopédie, soins de suite et réadaptation. Cette filière qui a été mise en place il y a déjà plusieurs années, au départ marchait très bien quand on avait nos kinés, puisque nous avions réussi en l'espace de 5 ans à diminuer le taux de transfert des patients qui arrivaient aux urgences, c'est-à-dire au départ c'était 18% des patients qui arrivaient aux urgences qui ne pouvaient pas être admis sur l'hôpital Ambroise Paré, parce qu'il n'y avait pas de place. Donc ils étaient dirigés vers d'autres hôpitaux. En 5 ans, ce taux de 18% a été divisé par 3, on est descendu à 6%, parce qu'on avait réussi à faire cette filière. Ça fonctionnait, on avait nos kinés, donc l'orthopédie pouvait nous passer rapidement les patients, nous on les rééduquait, ils rentraient plutôt à la maison. Donc ça, c'était quand même un point intéressant. Ensuite, quand ils arrivaient plus tôt, donc d'orthopédie en gériatrie, on les rééduquait plus vite. Et c'est vrai que le séjour permettait que davantage de patients retournent chez eux. En 5 ans, au départ, on avait 51% qui retournaient chez eux. On est arrivé à 68% de retour à domicile, donc presque 70%. Ça veut dire que la rééducation permettait le retour à domicile, qui est quand même l'optimum de ce qu'on recherche pour le patient. J'ai ensuite donc étudié le fait que le recrutement des patients âgés était très important en orthopédie. Parce que ceux qui, par exemple, se fracturent, c'est davantage les sujets âgés. Les plus de 65 ans représentant que 16% de la population représentaient 42% des patients hospitalisés en orthopédie. Et au fur et à mesure de mon étude, je me suis aperçu qu'en 3 ans, cette population avait augmenté de 16%. Donc c'est une population qui augmente. Pourquoi ? Parce que le vieillissement de la population est là. On sait qu'entre 2000 et 2030, la population des plus de 65 ans va augmenter de 95%. Je ne sais pas si on se rend compte des chiffres, mais c'est tout simplement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc il faut trouver des solutions. Donc davantage de personnes âgées vont devoir être prises en charge, et il faut des structures en amont et en aval. Et entre autres, la rééducation est un point fondamental. Puisque si on perd de l'autonomie chez les patients âgés, c'est les patients âgés qui vont être plus lourds pour leur famille, d'abord pour eux-mêmes aussi, c'est beaucoup de souffrance, et puis ça représente quand même un coût vraiment non négligeable pour la société. On sait que, par exemple, à l'heure actuelle, le coût de la dépendance il est de 5,5 milliards d'euros par an, et que la projection pour 2040, en tout cas pour le coût de la dépendance, c'est 11,2 milliards. Donc on augmente de 62%. Donc il faut réagir. Si on diminue nos kinés, ce chiffre-là va encore exploser. Donc il y a des conséquences humaines et économiques. Économiques, certainement. Et c'est le poids qui va retomber aussi donc, sur l'individu d'abord pour lui, pour sa famille et pour la société. Donc là, il y a vraiment un enjeu majeur pour les années à venir, pour l'ensemble du pays et de sa population. Et je dis, il faut vraiment qu'on s'attache à ça, parce que les kinés, ce sont des piliers, les piliers de la rééducation. Moi, j'ai fait une étude dans mon mémoire où, très clairement, j'étudiais, par exemple, des patients qui avaient 5 séances de kiné par semaine, c'est-à-dire une séance par jour, versus des patients qui n'avaient que 1 à 3 séances par jour. Eh bien, j'arrivais sur des différentiels de durée de séjour de 25 jours. C'est-à-dire ceux qui avaient moins de séances, ils restaient 25 jours de plus à l'hôpital. C'est énorme. C'est-à-dire plus de 3 semaines, pour ceux qui n'avaient pas d'appui. Pour ceux qui avaient de l'appui, c'était 17 jours et demi, c'est-à-dire 2 semaines et demie de plus d'hospitalisation, avec toutes les conséquences, les complications qu'on peut imaginer. Autre information, je vous donne des données extrêmement précises sur un travail de terrain. J'avais notamment étudié la location des matelas anti-escar. On avait à un moment donné 10 kinés, ensuite on est tombé à 8 kinés. C'est-à-dire moins 20% de l'effectif, eh bien on a augmenté notre location de matelas anti-escar de 50%. Voilà. Est-ce que... Voilà. C'est des chiffres, ça parle d'eux-mêmes. Ouais. Est-ce que, je me retourne vers vous, Hervé Chanu, est-ce que la substitution des kinés
par d'autres professionnels, parce qu'on assiste à cette réalité, des enseignants d'activité physique adaptée, des ostéopathes, des ergothérapeutes. Est-ce que la substitution des kinés par ces gens-là peut résoudre le problème? Sujet délicat. En tous les cas, alors, pour être franc, c'est vrai que les enseignants d'activité physique adaptée à l'hôpital, aujourd'hui, c'est une réalité. On les a fait venir. Ce qu'on essaye, c'est de les inclure dans l'équipe de rééducation, même si ce sont des professions qui ne font pas partie du code de la santé, hein, des professions reconnues comme paramédicales, médicales. Pour autant, ils travaillent bien, enfin moi je suis honnête, ils travaillent bien en collaboration avec les rééducateurs. Donc ils trouvent leur place et ça peut être, j'ai envie de dire, une aide en tous les cas. Mais ça ne remplacera pas le kinésithérapeute de toute façon. Parce que l'enseignant en activité physique adaptée n'a pas, j'ai envie de dire, le droit, entre guillemets, de, quand je dis toucher le patient, c'est-à-dire vraiment le prendre en charge dans le lit. Il ne peut le prendre en charge qu'à partir du moment où le patient a déjà une autonomie. Voilà. Madame Citrini, là-dessus, vous avez un avis? Moi, je vis avec les deux depuis 26 ans, donc j'ai le besoin régulièrement de kinésithérapie et puis un enseignant en activité physique adaptée. On ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que sur le long cours, pour m'accompagner dans une prise en charge de remonter en activité physique, voilà. Quand j'ai une crise, que je me retrouve dans une situation un petit peu plus fragile, le kiné va permettre de réadapter ma mobilité, mon muscle, et retrouver une mobilité. Et puis ensuite au long cours, parce que le but d'un usager, c'est aussi de sortir de l'hôpital et de continuer à vivre. Au long cours, l'enseignant en activité physique adaptée, par le biais d'une éducation thérapeutique ou autre, va pouvoir venir en soutien. Mais il n'a pas du tout, dans ma prise en charge, la même fonction. Bien. Alors, on va revenir sur cet aspect de la formation. Je me tourne vers vous, Agnès Guillaume, puisque vous êtes enseignante au CHU de Besançon, entre autres activités. Et Isabelle Aboustet nous en parlait tout à l'heure, de ce problème criant de formation. La pénurie de kinés à l'hôpital a aussi des conséquences à ce niveau-là, puisque les kinés salariés ont toujours encadré les futurs praticiens pendant leur formation initiale, dont ils sont des acteurs essentiels. Tout à fait. Donc, en fait, en kinésithérapie salariée, au niveau des établissements, il y a une expertise qui existe sur des techniques qui sont assez précises, sur de la médecine, d'urgence, des patients en grande difficulté quand ils sont en établissement. Et cette expertise fait partie des éléments essentiels de l'enseignement. Il y a d'autres expertises que les étudiants devront acquérir par la suite, mais cet aspect, de travail en établissement est vraiment un élément socle pour l'enseignement. Oui. Madame Aboustet, vous voulez compléter ? Enfin, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est à plusieurs titres. C'est aussi au niveau des ressources enseignantes dans nos instituts. Le turnover et le saupoudrage de soins à l'hôpital ne permet plus aux kinésithérapeutes de développer une expertise et un intérêt professionnel. Et de ce fait, non seulement on manque de places de stage, mais on est en train de perdre des expertises extrêmement rares et précieuses de notre métier aujourd'hui. Et là, il y a une véritable alerte à donner. Alors, la pénurie, tout le monde la constate, tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, quelles en sont les causes? Quelles sont les premières causes? La première raison, c'est le manque d'attractivité salariale. Alors, avant de parler des causes, je voulais juste dire un mot sur le travail que nous avons réalisé au niveau du Conseil national. En fait, cette pénurie, on la pressentait, voilà, mais au niveau du Conseil national et donc par l'intermédiaire de l'Observatoire de la démographie, nous avons voulu mettre des chiffres sur cette pénurie. Ça nous a semblé être un élément très important. C'est pour ça que nous avons initié une enquête sur les postes de kinésithérapeutes non pourvus en établissement. Et ce qu'on a remarqué, on a eu donc une enquête statistique dont Nicolas Pinceau a assuré la direction.
Et donc, ce qu'on a remarqué, l'élément, je dirais, clé, c'est que on s'est rendu compte que on a eu un excellent taux de retour sur cette enquête et que donc tous les kinésithérapeutes étaient très conscients de la nécessité de chiffrer cette pénurie et de la nécessité aussi donc de pouvoir les faire entendre de façon, je dirais, quantitative, ne pas être sur un ressenti, mais sur quelque chose qui soit beaucoup plus valide en termes de chiffres. Ça a été vraiment un travail important, mais qui a été fait par l'intermédiaire des structures, c'est-à-dire que le travail que nous avons rapporté, les éléments chiffrés sont venus des conseils départementaux, puisque nous avons sollicité tous les conseils départementaux de la France pour diffuser cette enquête. Et on a eu une très forte mobilisation des structures parce qu'ils voulaient justement pouvoir faire entendre ces difficultés, pouvoir mettre des chiffres sur ces difficultés. Et donc, je pense qu'il y a certainement un certain nombre de personnes qui sont présentes ici, qui ont participé à cette enquête par leurs réponses, et on les remercie, puisque c'est ce qui nous a permis aussi d'effectuer le film que vous avez pu voir en introduction. Nicolas, vous voulez ajouter quelque chose, puisque vous avez contribué à cette étude? Eh ben, je vais faire le lien en fait avec la question que vous vouliez poser des causes. Sur l'attractivité. Sur l'attractivité, en fait, il y a quand même quelques éléments chiffrés qui nous permettent de répondre, parce que quand on parle de l'exercice salarié, en fait, il faut voir la diversité d'exercices salariés qu'il peut y avoir. Et en fait, on a des établissements qui emploient un kinésithérapeute et jusqu'à des établissements qui en emploient plus de 100. Voire même plus pour les très grosses structures. Et en fait, les conditions d'attractivité et du coup les déficits, les pourcentages de déficit de postes ne sont pas les mêmes en fonction des tailles d'établissement. Et une des explications, à mon avis, c'est aussi les plateaux techniques qui sont proposés dans les établissements qui sont peut-être un peu différents, donc les conditions de travail qui peuvent être plus compliquées. Au-delà des aspects qui ont été notés dans la marge de notre petite enquête, ce qui ressortait quand même assez régulièrement, c'était effectivement les rémunérations qui étaient un point bloquant pour pouvoir trouver... Alors, on va rappeler, la rémunération au début de carrière, c'est quoi, 1 350 € net? Actuellement, les nouveaux kinés recrutés, ils sont en catégorie A depuis 2017 et c'est aux alentours de 1540 euros 1540 net. Net. D'accord. Net. Oui, Isabelle? Oui, moi je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à cette problématique de l'attractivité. Il y a quelques années, on venait à l'hôpital pour travailler en équipe, comme l'a souligné tout à l'heure Madame Mathieu. On avait la possibilité d'être intégré dans une équipe non seulement de kinésithérapeutes, mais dans un service. Donc on avait la possibilité de développer une expertise, on avait accès à des formations, j'ai envie de dire en marge de simplement l'aspect financier. Donc on a toujours eu des revenus moindres que dans l'exercice libéral, mais j'ai envie de dire on avait d'autres compensations où on pouvait trouver un attrait à l'exercice par rapport à l'organisation de sa vie personnelle, par rapport à la possibilité de faire des formations, à la possibilité de développer une expertise. Et aujourd'hui, tous ces avantages, entre guillemets, sont en train de disparaître avec la réorganisation du temps de travail, avec la pauvreté des budgets de formation. Pour exemple, moi j'ai une équipe de 15 personnes, j'ai un budget de formation annuel de 1 100 €. Donc je vous laisse imaginer pour envoyer mes équipes se former dans des congrès ou faire des formations, des professionnels de la formation. Donc dans les services, je crois que c'est encore pire. Je laisserai M. Chanu dire quel budget il a par personne de son service en formation. Donc certes, il y a le côté salaire, on ne peut pas nier, reconnaissance d'une expertise effectivement qui non seulement n'est pas valorisée financièrement, mais n'est non plus valorisée humainement parlant, avec une maltraitance des professionnels que l'on oblige à travailler dans des conditions complètement insatisfaisantes.
qui font qu'ils sont amenés à partir. Moi, j'ai plusieurs anciens étudiants qui ont pris des postes à l'assistance publique, qui voulaient travailler à l'assistance publique, qui ont tenu 3 ans, et au bout de 3 ans, m'ont informé qu'ils ne pouvaient plus continuer parce qu'ils faisaient des heures supplémentaires qui n'étaient pas rémunérées, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de se former, parce que finalement les patients leur disaient « mais vous avez l'air fatigué, mais je vous vois qu'une fois tous les 3 jours », etc., etc. Et finalement, ils arrivent à une situation de burn-out liée à une maltraitance institutionnelle qui fait qu'ils s'en vont. Donc certes, il y a le salaire, mais il y a aussi autre chose, et je pense que cette autre chose est beaucoup liée aux conditions de travail actuelles à l'hôpital. Donc en fait, si je comprends bien, on ne reconnaît pas les compétences et les responsabilités des kinés en tant que vrais professionnels de santé. Si vous voulez, en fait, on leur demande de faire, entre guillemets, de l'abattage d'actes, alors qu'un kinésithérapeute n'est pas un abatteur d'actes. Il a d'autres compétences à mon niveau, à mon avis, et cette situation va encore croître avec l'arrivée de nouveaux professionnels formés en 5 ans. Docteur Li Peng. Oui, en fait, c'est Docteur Peng, en fait. Pardon. Bon. Ah oui, juste, pardon. Je m'en mêle les pinceaux. J'aimerais répondre à cette question parce que j'ai pu interviewer des kinés. Et pour eux, clairement, ce que disait Mme Aboustey, c'est vrai, bon, il y a le problème de la rémunération, ça c'est vraiment un point extrêmement sensible sur lequel, bon, il n'y a pas de... disons, faut pas se le cacher, hein, il faut avoir une rémunération décente en regard des années de formation. J'ai eu récemment donc M. Cotellon, le DRH de la PHP, qui me disait qu'il avait été choqué parce que c'est vrai, quand on regarde le salaire d'un aide-soignant qui est formé que 6 mois, eh bien, le différentiel d'un kiné qui entre est c'est de 200 €. Donc pour dire que vraiment, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Là, actuellement, les études sont passées à 4 ans, donc vous avez 5 ans. C'est un niveau master. C'est pas du tout représentatif du niveau de formation, de la qualification du master kiné. Pour autant, quand on est à l'hôpital, il n'y a pas, disons, le regard n'est pas différent. Enfin, le kiné est quand même très bien considéré. La souffrance des kinés, c'est, bon, le salaire effectivement très bas, mais aussi le fait que, comme ils sont en nombre réduit, puisqu'il manque des postes partout, finalement, un kiné doit remplacer un autre. C'est-à-dire qu'un travaille pour 2, voire pour 3. Donc des conditions de travail de plus en plus difficiles. Et voilà, c'est ça qui est en fait difficile. Parce qu'ils veulent faire leur travail bien, ils veulent s'occuper bien de leurs patients, mais à un moment donné, il faut des moyens humains. On n'y arrivera pas si on n'a pas les moyens humains, ça ne s'invente pas. Voilà. Oui, Madame Guillaume. Oui. Donc deux autres éléments. Tout d'abord, au niveau des salaires, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que bon nombre d'étudiants, à la fin de leurs études, démarrent la vie professionnelle avec des dettes parce qu'en fait, on a des IFMK qui sont, des statuts d'IFMK qui sont très différents, avec des frais de scolarité qui peuvent être très importants, pour lesquels les étudiants sont obligés donc d'avoir un prêt. Et donc les salaires qui sont offerts ne permettent pas de répondre aux conditions pour rembourser ce prêt. Donc déjà, il y a une partie des nouveaux diplômés qui, je dirais, est exclue par ce différentiel donc, entre ce qu'on peut espérer gagner en libéral en travaillant, je dirais beaucoup, en alignant quand même beaucoup d'heures, et puis ce qu'on peut espérer obtenir comme salaire à l'hôpital. Donc ça, c'est un élément important. Et puis donc la question aussi, c'est bien sûr la question de la perte de sens. Quand il faut trier les patients, savoir quels patients on va prendre aujourd'hui en charge parce qu'on n'a pas les moyens de tous les voir, eh bien, je dirais, le soignant ne s'y retrouve plus du tout. On ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus, voilà, il n'y a plus de sens dans le travail. Donc, il y a des pistes qui ont été proposées pour rendre plus attractif notre profession. Au-delà du salaire, c'est l'évolution de nos statuts. Aujourd'hui, le kiné titulaire, je parle pour un hôpital public, ne peut pas avoir d'activité, une activité libérale à l'hôpital. Pour autant, nous, on a alerté nos directions en disant qu'on avait des plateaux techniques, certes de qualité, mais qui étaient fermés, donc qui ne servaient à rien, au-delà de 17-18 heures. Donc, on a demandé à notre direction s'il y avait possibilité de les ouvrir. Un premier pas a été franchi, puisque jusqu'à il y a peu de temps, ils étaient fermés et on avait interdiction de pouvoir les exploiter.
où ils nous ont autorisé à ce que les kinés libéraux rentrent à l'hôpital pour renforcer le lien ville-hôpital. Et d'autre part, ils nous ont autorisé à recruter des kinésithérapeutes à temps partiel, en CDD ou en CDI, mais à temps partiel, pour développer une activité libérale au-delà de leurs heures de travail classiques sur ces plateaux techniques. Donc ça, c'est une première évolution. J'ai envie de dire que la note de service à l'assistance publique est parue il y a peu de temps, donc les effets pour l'instant se font peu sentir, mais bon, on va voir comment ça évolue. Pour répondre au problème de la formation que relatait Isabelle Abousté, c'est que nous, sur le terrain, du fait qu'on a des équipes réduites, il est extrêmement difficile d'envoyer en formation nos rééducateurs, parce que les DRH nous disent, on a recruté des kinés, nous on veut qu'ils soient au lit du malade, on ne veut pas qu'il aille se balader pour être formé. Donc ils nous empêchent d'envoyer en formation des kinés, d'autant que les équipes sont en effectif réduit. Et je vous disais, à cela s'ajoute le fait qu'on doit former aussi beaucoup de nos futurs collègues qui viennent de l'étranger. Et ce manque de temps, oui, ça rend moins attractif, j'ai envie de dire, la profession sur les établissements. Troisième élément, c'est qu'on est, toujours par rapport au statut, on est bloqué en heures supplémentaires. On est bloqué à 15 heures par mois et on a demandé à être déplafonné, au même titre que les IBOD, les infirmières de bloc, pour dépasser ces 15 heures par mois. Aujourd'hui, ça bloque encore. Voilà. Enfin... Alors, on va revenir sur un point que vous avez évoqué, c'est-à-dire l'activité mixte, puisque vous, Dr Peng, c'est quelque chose que vous avez identifié dans vos travaux, non seulement l'optimisation des plateaux de rééducation de l'hôpital, mais aussi leur ouverture sur une possible activité mixte des masseurs kinésithérapeutes hospitaliers, c'est-à-dire activité hospitalière et libérale au sein du même établissement. Tout à fait, parce que donc on a identifié qu'il y avait un problème sur la rémunération. Et donc pourquoi nos kinés quittaient l'hôpital pour faire du libéral, c'est essentiellement pour cela. Donc on a réfléchi et on s'est aperçu qu'en réalité, les plateaux techniques étaient une vraie richesse de l'hôpital, qu'ils étaient bien dotés et que finalement, les patients de ville ne pouvaient pas en profiter. J'ai eu un exemple notamment d'un kiné libéral qui est venu travailler à un moment donné à l'hôpital pour nous aider. Sur les vacances d'été, il me disait qu'il avait une sclérose en plaques de 22 ans en ville qu'il ne pouvait pas rééduquer parce que lui était au 2e étage, il n'y avait pas d'ascenseur et que notre hôpital disposant d'un plateau technique accès handicap aurait été tout à fait un plateau ressources intéressant. Donc on a réfléchi, on s'est dit mais pourquoi ne pas l'ouvrir sur les heures dites creuses, c'est-à-dire les heures où on n'est pas exploité par les kinésithérapeutes dans l'activité hospitalière, c'est-à-dire par exemple de 8h à 9h le matin et à partir de 16h30 jusqu'à 20h le soir et les samedis matins. Et j'ai pu identifier, puisque sur l'hôpital Sainte-Périne, on a 2 plateaux techniques, j'ai pu donc chiffrer qu'on pouvait proposer par semaine 730 séances de kiné sur ces heures creuses. Donc finalement, 730 séances de kiné par semaine pouvaient être proposées à des patients sortant de l'hôpital, qui ne trouvaient pas de kiné en ville, 25% de mes patients âgés quand même, donc prolongation du séjour, et puis à des jeunes patients qui n'avaient pas de plateau technique en ville. Donc, cette optimisation permettait non seulement d'utiliser cette vraie richesse qui est présente, permettre aux patients de se rééduquer, donc acquérir de l'autonomie, donc servir aussi à la population, mais aussi permettre une meilleure rémunération, parce que l'activité hospitalière peut rémunérer. Si on l'a basculé sur une activité libérale au sein du même hôpital, pour le même kiné travaillant sur place, finalement, on lui faisait gagner du temps. Il travaillait finalement en activité libérale et hospitalière sur le même plateau technique qu'il connaissait. Donc ça, c'était une solution tout à fait intéressante. Les patients, en plus, qui étaient hospitalisés, qui sortaient donc précocement d'hospitalisation, parce que du coup, ils avaient leur kiné qui les connaissaient et qui continuaient à les suivre en ville sur l'activité libérale, eh bien, c'était aussi du temps gagné pour le kiné qui connaissait le patient et aussi une réassurance pour le patient. C'est-à-dire qu'il y a une relation de confiance qui s'établit. Quand on connaît bien son patient, on sait le but qu'on se fixe. Vous voyez, je trouve que le relationnel proximité est important. Finalement, il y a du lien humain qu'il faut reconstruire. Vous voyez, donc il y a non seulement le côté, je veux dire, financier, mais le lien humain, c'est très important. Alors, Madame Abousté, c'est la voie à suivre ?
Moi, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. On sait que l'hôpital est en... il y a plusieurs points. Déjà, l'hôpital est en train de changer complètement, puisqu'il y a quand même une cible ambulatoire à 70% en 2022. Ça veut dire que l'hôpital tel qu'on l'a connu est terminé. Les gens passeront à l'hôpital. Ça veut dire qu'ils auront besoin d'une prise en charge en amont et en aval, et qui conditionnera effectivement la durée de séjour. Donc il y a effectivement une vraie réflexion à mener sur ce parcours patient, entre ce qu'il doit faire en rééducation avant pour rester le moins longtemps possible à l'hôpital et être repris derrière. Donc on voit bien là que le lien entre ce qui va se passer pendant le temps d'hospitalisation, avant, après, est fondamental, et le lien humain entre les professionnels également. Donc ça, c'est un premier point. L'aspect économique, Madame Peigne en a parlé, et moi j'ai aussi envie de parler d'un problème de santé publique qui a été évoqué également, notamment sur Paris, avec des problématiques de charges très élevées des kinésithérapeutes, et donc un désert médical de prise en charge des patients chroniques, des patients âgés, des gros patients neuro qui n'intéressent pas les professionnels libéraux. Et c'est ouvert pour des raisons financières et éventuellement tout à fait recevable, économique, et donc permettre à ces plateaux techniques qui souvent à 16h30 sont vides de pouvoir accueillir tous ces patients répondrait en plus à une vraie problématique de santé publique. Donc finalement, c'est quelque chose qui serait gagnant-gagnant et qui permettrait en plus à des professionnels libéraux et salariés de se côtoyer sur des mêmes lieux et donc de sortir, j'ai envie de dire, de cette dichotomie ou cette difficulté aussi qu'a la profession aujourd'hui de travailler ensemble à parité d'estime bien souvent. Nicolas Pinceau, d'ailleurs, dans l'étude que vous avez réalisée, dont on a vu les chiffres tout à l'heure, il était dit que le premier désert, on parle beaucoup de désertification médicale, le premier désert, c'est l'hôpital. Alors, le premier désert, c'est l'hôpital, mais quand même, il faut rappeler que paradoxalement, plus de 50% des établissements qui emploient des kinésithérapeutes emploient un kinésithérapeute. Et chez eux, en fait, le déficit, il est assez rapide, puisqu'en fait, c'est un déficit de 100% de kinésithérapie, puisqu'ils ont des postes budgétés non pourvus. Et donc, du coup, ça fait perdre, en plus des actes de kinésithérapie, un point qui est, à mon avis, essentiel, c'est qu'on parle beaucoup du regard pluriprofessionnel autour du patient. Et en fait, faire disparaître le regard kinésithérapique d'un service ou d'une équipe, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable en termes d'actes, mais qui a des conséquences assez dramatiques, puisque du coup, on est quand même porteur de plus que nos actes, on est porteur de certaines valeurs, de beaucoup d'éléments. Donc, le premier désert, oui, c'est l'hôpital, parce qu'il manque quand même beaucoup de kinésithérapeutes à l'hôpital, mais on s'aperçoit que le déficit est plus fort sur les structures qui ont peu de salariés que sur les structures qui ont beaucoup de salariés, en proportion. Alors du coup, c'est sûr que sur la PHP, ça fait beaucoup de postes, mais en proportion du nombre de postes, les petites structures sont souvent beaucoup plus en difficulté. Et du coup, elles n'ont pas un plateau technique qu'elles peuvent valoriser pour recréer. Donc c'est juste pour redire que la kinésithérapie salariée est variée et qu'il y a effectivement l'hôpital, mais il y a aussi toutes les activités salariées en établissements qui ne sont pas dans des grands hôpitaux ou dans des grands CHU et qui posent d'autant plus problème. La problématique des EHPAD aujourd'hui est absolument dramatique. Des gens qui sont grabbatisés parce qu'il n'y a plus de kinésithérapeutes qui viennent voir ces patients. Je reviens juste sur un élément de l'étude. 20% des femmes kinés sont salariées et 9% seulement des hommes. On l'explique, ça, ou pas? Alors, ça, c'est pas dans l'étude spécifiquement. C'est ce qui est extrait de la base de données. Oui, enfin, c'est dans les chiffres qu'on a vus tout à l'heure. C'est dans les chiffres. Mais en fait, il y a quand même plus de femmes que d'hommes depuis cette année en exercice en tant que kiné. Il y a plus de femmes salariées que d'hommes salariés. Alors après, traditionnellement, quand même, il y a toujours eu plus de femmes dans le secteur salarié que d'hommes. Je pense que ça doit pouvoir s'expliquer par des conditions de vie et de travail qui sont plus Isabelle Boustet, en phase. Enfin, moi, je peux parler en tant que mère de famille. C'est sûr que à l'hôpital, on fait moins d'heures, puisque j'ai aussi exercé en libéral. Concrètement, on peut peut-être plus facilement trouver un équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle.
Peut-être qu'à une certaine époque, à heure égale travaillée, la différence entre ce que l'on percevait en libéral et ce qu'on percevait à l'hôpital était peut-être à considérer pour faire un choix en dehors de l'aspect purement de l'intérêt professionnel. Après, c'est un peu moins vrai. C'est-à-dire que là, ce qu'on constate avec les étudiants qui sortent et qui partent dans le libéral, ils adaptent beaucoup leurs horaires à leur vie personnelle. Donc le différentiel de temps de travail est un peu... Mais le différentiel de salaire aussi est d'autant plus important qu'on fait beaucoup d'heures en libéral malgré tout. Après, nous, il y a un point qui nous a marqué quand même, et pour revenir depuis ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même le taux de turnover. Hein. C'est-à-dire qu'un des facteurs d'attractivité... 30%, alors 30% dans 50% des établissements. Voilà, c'est la médiane, mais en moyenne, on est à plus de 50% de turnover. Sachant que, comme le disait Isabelle, beaucoup de gens allaient dans l'exercice salariat pour travailler en équipe, pour faire une équipe robuste et apprendre des autres. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec un taux de turnover aussi élevé, ça crée une spirale infernale. C'est-à-dire que vu que les autres s'en vont, je ne trouve plus mon intérêt. Donc j'ai tendance à partir aussi. Et pendant... il y a quelques années, les équipes hospitalières restaient vraiment très longtemps en place. La preuve, c'est qu'en fait, les responsables des stages pour les étudiants, c'était les mêmes feuilles depuis 25 ans. Maintenant, d'une année sur l'autre, on n'est plus capable de remettre les mêmes noms dans les terrains d'accueil en stage, parce qu'en fait, les gens bougent extrêmement vite. Et ça crée un facteur, à mon avis, d'instabilité et d'insatisfaction pour ceux qui y travaillent. Et de perte de compétences. Voilà. Moi, je vais prendre ma casquette donc, de directeur des soins cette fois. C'est vrai que mes confrères à l'hôpital sont dans un dilemme. Est-ce qu'il faut que tous les patients voient un kinésithérapeute soit pris en charge par un kinésithérapeute, ou est-ce qu'on considère que pour recréer une boucle vertueuse, on laisse des kinésithérapeutes sur certains secteurs pour redévelopper une expertise, du sens au travail, un intérêt professionnel et peut-être repartir dans une spirale d'attractivité, ou est-ce qu'on essaye de soigner le plus grand nombre de patients? Et aujourd'hui, il y a un véritable dilemme au niveau des directions des soins de l'hôpital pour répondre finalement à la demande des patients qui est légitime, mais qui va finalement à l'encontre de l'intérêt et du sens que peuvent trouver les professionnels dans leur travail. D'où ce turnover. Enfin, ce turnover est généré par le fait qu'on manque de kinés, et plus on manque de kinés, plus il y a de turnover, et voilà, enfin, on est dans une spirale infernale en fait. Hervé Chanu, vous faites le même constat? Oui, le turnover nous dessert parce qu'on perd en compétences, comme on le disait précédemment. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait le temps de travailler sur les évaluations des pratiques professionnelles, ce qu'on appelle les EPP, ou sur un certain nombre de procédures ou de recherches même. Aujourd'hui, ce turnover, quand on a un kiné qui arrive et au bout de 6 mois, 1 an, il part, on peut travailler sur rien. Les anciens s'épuisent à former les nouveaux arrivants. Dans des secteurs hyper spécialisés comme nos réanimations, comme certains services des brûlés, services des amputés, enfin bon, il y en a plein. Les kinés à l'époque qui rentraient à l'hôpital, ils développaient une expertise dans ces domaines-là. Et c'était les étudiants en bénéficiaient. Enfin, je veux dire, ils venaient dans nos établissements et ils voyaient ce que c'était que le métier de la kinésithérapie sur certains points. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Je veux dire, on survole le problème. Moi, aujourd'hui, j'ai placé en réanimation des kinés qui ont une connaissance, mais vraiment basique, hein, en kiné respiratoire, alors que, j'ai envie de dire, ça demanderait d'être beaucoup plus approfondi, quoi. Enfin voilà, c'est un constat, je le regrette terriblement, mais... On est dans une injonction paradoxale, c'est-à-dire que je pense qu'il y a tout à fait des compétences et des capacités, par exemple, de kinésithérapeutes à l'hôpital pour entrer dans des PHRIP ou développer des dynamiques de recherche. Mais aujourd'hui, on arrive à un paradoxe, c'est qu'eux n'en ont pas les moyens, et on voit des professionnels libéraux qui viennent faire de la recherche dans nos services et travailler après dans les écoles privées, parce qu'en plus, quand ils ont une bourse pour faire un doctorat, nous, en tant qu'institut public, on ne peut pas les recruter.
Donc on est vraiment pénalisé à la fois sur le plan du développement professionnel à l'hôpital, dans le fait de pouvoir recruter des compétences dans nos instituts de formation et dans le fait de pouvoir proposer des compétences à l'hôpital pour former nos étudiants en stage. Et donc il y a une véritable alerte, je pense, parce que à moyen terme, s'il n'y a plus de lieu pour former les étudiants à ces expertises qui vont être fondamentales et très importantes dans les années qui viennent compte tenu de l'augmentation notamment d'une population vieillissante, le vide va devenir un gouffre. Donc effectivement, il est urgent de trouver des solutions. Ça rebondit à la question que vous me posiez tout à l'heure. Enfin, on est entre nous, je vais parler franchement. Les activités à l'hôpital évoluent. Ce que tu disais, hein, les demandes sont différentes. On a de plus en plus de demandes préopératoires, de prise en charge. On a de plus en plus d'éducation thérapeutique, de prévention à mettre en place à l'hôpital, ce qu'on appelle des réhabilitations accélérées. Quand il n'y a pas de kiné, la nature ayant horreur du vide, c'est d'autres professions qui prennent la place. Voilà, enfin, je veux dire, je ne veux pas aller plus loin pour dénoncer certaines professions, mais enfin, encore une fois, aujourd'hui, on voit rentrer à l'hôpital des gens, on est très étonnés, qui prennent la place du kiné, et malheureusement, on est impuissants parce qu'on ne peut pas leur offrir la kinésithérapie. Il y a un vrai sujet urgent, c'est si on veut une revalorisation de nos salaires à l'hôpital, c'est de réfléchir à l'évolution du métier. Alors c'est une réflexion qui commence à germer, je pense, mais qui est encore très insuffisante et qui, à mon avis, demanderait une mobilisation de tous les organismes professionnels. C'est que sera le métier de kinésithérapeute à l'hôpital, quelle expertise, quelle compétence, pour quelle prise en soin, pour quels besoins des usagers. Et peut-être que par là, on pourrait trouver aussi une voie. Et en reconsidérant peut-être les actes des kinésithérapeutes à l'hôpital aujourd'hui. Alors concernant les salaires, la rémunération, il y a des initiatives qui sont prises, j'en cite quelques-unes. À Nice et à Colmar, embauche à l'échelon 6, un kinésithérapeute titulaire aux HUS, hôpitaux universitaires de Strasbourg, atteint cet échelon après 15 années de service. À l'hôpital de Besançon, que vous connaissez, Madame Guillaume, prime d'engagement de 9 000 € doublée à 18 000 € répartie sur 3 ans. Ou encore à Tours, des primes mensuelles de service qui peuvent aller jusqu'à 500 €. Voilà, ça, ce sont des différentes initiatives qui sont prises. Alors, avant de donner la parole à la salle pour les questions, on a fait le constat, on a bien identifié le problème. Quelles réponses ou quels débuts de réponse sont apportés par les pouvoirs publics ? Il y a quelques semaines, le président de la République présentait un plan santé. Je crois qu'il n'a pas été beaucoup question des masseurs kinésithérapeutes. Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent quand même d'espérer une amélioration de la situation, Dr Peng ? Je pense qu'à l'heure actuelle, on a vraiment deux catégories. On a les kinés salariés qui sont donc titulaires et les kinés salariés non titulaires. Sur les kinés salariés non titulaires, donc dit contractuel, la PHP a vraiment fait un effort cette année, puisque on doit saluer vraiment la direction de la PHP qui a courageusement pris le sujet à bras-le-corps pour proposer une convention qui permettrait en fait d'embaucher les kinés nouvellement diplômés sur des statuts de contractuels au 6e échelon, c'est-à-dire à 2 000 € net par mois. Ça, on doit saluer quand même cet effort. Et par la suite, ils ont aussi donc associé à cet effort la possibilité pour les kinés contractuels de faire l'activité mixte sur le plateau technique de l'hôpital. C'est une grande première, ça n'avait jamais encore été fait. Donc on espère que cette nouvelle mesure va porter ses fruits l'année prochaine, puisque malheureusement nous n'avons pas de sortie d'école cette année, et que les jeunes kinés seront diplômés l'année prochaine pour profiter de cette nouvelle mesure. Au niveau de mon hôpital, j'ai quand même des kinés espagnols qui pour l'instant n'ont pas leur numéro d'inscription à l'ordre, qui comptaient, donc une fois inscrits, quitter l'hôpital pour faire du libéral, qui ont été au courant de cette nouvelle mesure et qui seraient prêts à rester. Donc je pense que c'est des signaux quand même intéressants et positifs pour la suite. Donc ça, c'est pour les kinés contractuels non titulaires. En revanche, pour les kinés salariés titulaires, le problème reste entier. Parce qu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas la possibilité d'exercer une activité mixte. Donc ça, je pense que ça serait quand même un point important si les pouvoirs publics nous aidaient par rapport à cela.
hein, pour permettre la fidélisation de ces kinés titulaires. Et puis, bon, ça c'est plus compliqué, mais d'augmenter une évolution de la grille salariale, parce qu'ils ont quand même une formation qui est maintenant de 4 ans, enfin 5 ans, puisque niveau master, et que quand même la grille est très, je veux dire, elle est très faiblement rémunérée, avec des échelons qui quand même, on doit souligner, hein, pour arriver au 7e échelon, c'est-à-dire à 2100 € net il y a quelques années, il fallait avoir une ancienneté de 20 ans. Donc il faut un peu avoir la foi pour rester à l'hôpital. Hein, donc pour ça qu'il faut quand même qu'on analyse toutes ces données et que les pouvoirs publics s'en saisissent pour être au courant de la réalité du terrain et qu'on trouve ensemble des solutions. Et je pense que l'activité mixte à l'hôpital pour les titulaires, c'est une réelle opportunité pour la suite. Hein, donc, une dernière piste pour compléter ce que disait Dr Ping, c'est que notre institution, donc la science publique, a financé ce qu'on appelle des promotions professionnelles, c'est-à-dire ce sont des étudiants pour lesquels on paye leurs études et voire leur logement, mais ils contractualisent, ça veut dire que si on leur paye 3 années d'études, ils restent 5 ans à l'hôpital en échange. Voilà, c'était une piste. C'est une piste si derrière on leur propose un exercice qui leur donne envie de rester, parce que voilà, c'est capter des jeunes sans leur proposer une activité attractive et enrichissante. C'est bien de les faire venir, mais encore faut-il les garder. C'est bien, donc il y a l'attractivité, puis après il y a fidélisation. Et à mon avis, l'un ne va pas sans l'autre. Bien, alors on va regarder, on va se tourner vers la salle, regarder s'il y a des questions, des remarques, des témoignages. Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Je vois des mains qui se lèvent, c'est bon signe. Alors, nous avons 2 demoiselles qui vont faire circuler des micros. Voilà, on va commencer ici. Je vous demanderai, si possible, d'être relativement concis dans vos réflexions ou dans vos questions, également pour les réponses, car l'heure tourne. Ça marche directement? Oui, bonjour. Je suis Valérie Gay, j'ai fait toute ma carrière comme kiné à l'assistance publique ou dans l'hôpital public. Là, je suis cadre dans un hôpital public hors AP. Alors, merci Isabelle d'avoir essayé de faire remonter dans nos souvenirs l'exercice hospitalier il y a 15 ans à l'hôpital. C'est très compliqué de recruter. Il y a, vous avez tous parlé de l'exercice mixte et de l'augmentation du niveau salarial. Il y a une réelle différence, je crois, en tout cas en région parisienne, entre l'hôpital public hors AP et l'assistance publique. Donc, en fait, les solutions de CDI à la place du titulaire sont mises en place depuis 7-8 ans. Ah, ça, c'est la concision, justement. Les micros sont coupés au bout de 45 secondes. C'est comme dans les Césars. Non, ça ne marche plus. Chanu. Rapidement, s'il vous plaît. Alors, réaction. Ben non, mais je suis d'accord avec vous. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une opportunité. Enfin, encore une fois, du fait de nos statuts bloqués,
On a essayé de dégager d'autres pistes qui nous étaient autorisées. Aujourd'hui, il y a la règle du non-cumul qui nous permet de faire des CDD avec un CDD où on peut développer une activité libérale jusqu'à 110%. Après, il y a la règle de cumul d'activité, où là, le kiné peut développer une activité libérale, mais sur 2 années, renouvelable une fois. Voilà. Maintenant, mais je suis d'accord avec vous. Encore une fois, nous, notre direction nous a dit on accepte de prendre en CDI que sur des postes non complets. Mais très rares sont mes collègues cadres qui ont dans leur TPER, c'est le tableau des emplois, des postes non complets. Souvent, le TPER, il est sur 10 postes temps plein. Donc vous ne trouvez aucun poste à temps non complet qui peut s'ouvrir sur un CDI pour un kiné libéral. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Ça, c'est une piste aussi, parce que si on arrive à raisonner en termes d'équivalent temps plein, on pourrait avoir le même nombre d'équivalents temps plein, mais avec moins de personnes à temps plein. Enfin, voilà. Et ça, c'est aussi... parce qu'en formation, j'ai le même problème, et moi, c'est quelque chose que j'arrive à faire évoluer. Bien, on continue à faire circuler la parole, parce qu'il y avait plusieurs mains qui se levaient, donc ce serait bien si on pouvait entendre tout le monde. Il y a monsieur ici, par exemple, il y a là-bas 2 personnes, 3, oui. Mademoiselle, si vous voulez descendre, monsieur, en chemise bleue, là, au 5e rang. Oui, bonjour, donc Mathieu Cinca. Alors moi j'avais une question, une petite remarque, parce que j'ai entendu une des pistes que vous avez évoquées, c'est de prendre des contractuels, de les payer à l'échelon 6 tout de suite, c'est-à-dire finalement 500 € de plus par mois, si j'ai bien compris, par rapport à celui qui est titulaire. Comment ça se passe au niveau... Il n'y a pas de tension dans l'équipe derrière après ça ? Je vais répondre à la question, parce que bien évidemment, la PHP s'est posé la question. Alors, il se trouve que c'est assez complexe pour la PHP parce qu'ils ont le verrou du contrôleur financier. Donc, il y a toujours un œil sur les salaires. Et donc, quand on propose des contrats 6e échelon, le contrôleur financier dit non. Donc, c'est pour ça que la PHP peut embaucher, mais des contractuels en CDD, 6e échelon, et sur des emplois non permanents. Donc, pourquoi il y aurait une tension, effectivement, pour les kinés qui sont titulaires et qui n'ont pas encore 2000 €, c'est-à-dire qui ne sont pas arrivés au 6e échelon, pour les jeunes notamment. Et donc, ceux-là, ils auraient la possibilité, puisque malheureusement, le statut de titulaire ne leur permet pas, c'est un statut de fonctionnaire, d'avoir directement le 6e échelon, c'est pas possible, ni d'ailleurs l'activité mixte. Ils pourraient avoir la possibilité de démissionner dans ces cas-là. Ça s'est vu sur certains hôpitaux qui donc ont eu l'ensemble de leurs kinés qui ont démissionné tous pour des nouveaux contrats, hein, parce qu'ils trouvaient que c'était plus avantageux. Certains hôpitaux ont empêché que les kinés titulaires puissent démissionner, et donc ceux-là, par contre, sont trouvés avec des kinés qui sont partis dans le libéral. Voilà. Donc c'est vrai que la situation, elle n'est pas facile, mais on regarde effectivement ce que disait Madame sur les études qui sont souvent donc payantes pour les jeunes kinés, et le prêt qu'ils contractent auprès des banques fait qu'ils sont obligés quand même de rembourser. Donc à moins de 2000 €, c'est très difficile. Hein, donc c'est pour ça que je pense que malheureusement c'est une solution qui n'est pas satisfaisante idéalement parlant, mais en termes de tension au niveau des équipes, il y a cette possibilité pour les kinés titulaires aussi de faire un choix. On ne les oblige pas, c'est un choix. S'ils estiment qu'ils sont lésés, c'est une possibilité pour eux de le faire. Autre question, voilà. Par ici. Voilà, Madame. Bonjour, je suis Mercedes Dricot, donc je suis élue CDO et 08 dans les Ardennes et donc vice-présidente de la région Grand Est. Donc les solutions dont vous avez parlé, dans les grandes villes, c'est très bien, ça concerne une grande population, mais tous les territoires ne sont pas aussi peuplés. Je parle du mien, particulièrement dans les Ardennes, où on couvre un grand territoire et une faible population. Donc, ces personnes qui doivent parfois faire 60 km pour aller dans un centre de rééducation, lorsque ces patients sortent, on va dire un peu précocement,
Après, la Sécu n'accepte pas les bons de transport. Selon les tout nouveaux règlements qui sont parus en septembre, nous avons énormément de problèmes à avoir des prises en charge médicale de transport. Donc voilà ce Merci problème. Pour ce témoignage. Derrière vous, alors à côté, monsieur, et ensuite madame. Hervé Stalen, CDO 51. Nous avons rencontré la DRH du CHU de Reims dernièrement. Et donc, ils ont proposé ce type de travail mixte salariés libéraux. Et en fait, ils nous ont répondu que sur les 10 salariés, il n'y en avait aucun qui avait répondu favorablement à cette proposition, dans le sens où en fait, les salariés qui sont à l'hôpital sont là uniquement, entre guillemets, pour cette possibilité de faire les 35 heures uniquement. Et donc, aucun n'a été intéressé pour dépasser et même de faire des heures supplémentaires. Donc apparemment, cette solution-là, en tout cas à Reims, n'a pas trouvé forcément amateur. Alors, c'est vrai que, si je peux me permettre de répondre à la question, parce qu'on a fait des simulations, disons, financières par rapport à ces contrats, et on a regardé qu'en réalité, donc, si un kiné faisait du mixte, c'est-à-dire 50% salariés à l'hôpital et 50% en activité libérale au sein même de l'hôpital, en comptant 35% de charges et 15% de rétrocession, qui est quand même un taux extrêmement faible. La PHP ne demande que 15% de rétrocession. Eh bien, on arriverait quand même à des salaires qui dépasseraient quand même 2200 euros, enfin même 2500. Et donc, je pense qu'ils ne sont pas au courant du chiffrage. Et comme on sait que l'Europe autorise une activité de 48 heures maximale par semaine. Si on fait par exemple 50% d'activité salariée à l'hôpital et le reste en complément, c'est-à-dire on est à 19 heures à peu près par semaine et le reste en complément en activité libérale sans dépasser les 48 heures, là on pourrait toucher, je crois, dans les 3400 euros à peu près par mois. Donc je pense qu'ils ne sont pas au courant du chiffrage. Et là ça devient intéressant. C'est-à-dire que ceux qui veulent travailler plus, pourquoi pas, ils ont le droit. Et ça, c'est dommage de leur refuser. Ceux qui veulent rester aux 38 heures, parce que ça fait 38 heures, je crois, à l'hôpital, ça fait 38 heures, eh bien, ils restent à 38 heures, mais leur salaire est quand même augmenté. C'est-à-dire qu'on est dans les 2200, 2300 euros net par mois. Donc, c'est quand même intéressant. Et ils ne travaillent pas plus, mais ils gagnent plus. Vous voyez ? Y compris avec les charges. Donc, juste pour rebondir sur les deux interventions rapidement, je pense que vraiment les solutions, elles doivent être réfléchies localement, puisque par exemple en région parisienne, la problématique des loyers, des transports et des salaires fait qu'il y a encore un besoin encore plus crucial de gagner plus d'argent, qui est peut-être un peu moins vrai en région. Par contre, il y a d'autres problématiques. Donc les problématiques, elles doivent être réfléchies, je pense, régionalement et localement. On n'est pas là pour proposer une situation universelle. On n'est qu'un exemple de réponse, d'essai de réponse. Voilà. Madame. Marie-Frédérique Ferry, moi je suis dans le Grand Est également, donc CHU de Nancy. On rejoint effectivement tout ce qui a été fait et ce que vous avez mis en avant par rapport aux pistes. D'une part, l'augmentation par rapport à l'échelon, les contrats avec les écoles, bon, ça c'est un point important aussi. Mais je m'interroge par rapport à ce que vous dites, puisque dans les services, quand il manque des infirmières, quand il manque des médecins, les services ferment des lits. Quand il manque des kinés, qui se pose la question par rapport à cette activité? Donc je pense que le point fort aussi au niveau médical est important par rapport aussi à notre reconnaissance au niveau du travail. Si on est vraiment si important, faisons les choses telles qu'elles doivent être faites. Bien. Alors on va prendre une dernière remarque peut-être. Voilà. Alors malheureusement, on ne va pas pouvoir donner la parole à tout le monde, parce que je vois plein de mains qui se lèvent. Donc là, on court à la catastrophe si tout le monde prend la parole. Alors, oui, monsieur, et je vais juste demander si Madame Bacnus est dans la salle ou pas. C'est vous? Parce que je crois que vous avez réalisé un travail sur l'attractivité. Vous pourrez peut-être nous en dire un mot, rapidement. Alors, monsieur. Oui, Pascal Agard, conseiller national, président du Conseil de l'Ordre des Bouches-du-Rhône. Je ne vais pas parler langue de bois, enfin, comme je vais suivre la voie de notre présidente Pascale Mathieu, qui aujourd'hui a dit des choses importantes parce qu'en fait le sujet est très important. Donc en fait on se pose beaucoup de questions. En réalité, si on prend ce que notre président a dit, c'est-à-dire redonner du sens au métier de soignant,
Aujourd'hui, je pense que comme le docteur Perramort, je sais pas si vous avez vu le Figaro de ce matin, le professeur Perramort dénonce le fait de la fonctionnalisation de la profession de médecin. Mais la réalité aussi, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les administratifs qui posent la main sur les patients, ce sont les soignants. Et en réalité, il propose une solution, à savoir, est-ce que ce ne serait pas une solution de donner du budget aux professeurs, enfin aux directeurs, aux chefs de service, qui pourraient eux-mêmes organiser leurs services et leurs équipes. Merci. Le professeur Devailly, où est-il ? Il est parti. Ah bon, bah dommage, il vient de sortir. Il revient, il est là. Prenez le micro, parce que je crois que vous avez des choses intéressantes à nous dire concernant toutes les choses qu'on a évoquées ce matin, professeur Devailly. Oui, là, je ne suis pas professeur, malheureusement. Ah, pardon. Alors Non, je suis président du syndicat de MPR. Je voudrais réaffirmer le soutien sans faille des organisations, d'ailleurs, de la discipline, qui n'est pas toute seule, parce que, comme l'a rappelé Pascal Mathieu, beaucoup de disciplines médicales soutiennent à fond le problème de la kinésithérapie salariée, et puis de la kinésithérapie libérale aussi, quand elle est en difficulté. Il y a aussi des déserts, il y a aussi des problèmes d'activité. Donc, juste pour dire que c'est vraiment une crise majeure, que c'est une priorité de santé publique, que le plan Ma Santé 2022 a bien rappelé l'importance du vieillissement, des maladies chroniques, et les maladies chroniques et les polypathologies entraînent quoi? Des incapacités fonctionnelles. S'il y a bien une profession qui est au cœur du problème du traitement des incapacités fonctionnelles, c'est bien la kinésithérapie. Donc avec une kinésithérapie en difficulté, c'est tout le système. C'est tout le système de réadaptation au sens international du terme, où il y a des médecins, il y a des non-médecins, il y a des techniciens, il y a voilà, des psychologues, des assistantes sociales. C'est tout le système qui est menacé. Donc il y a effectivement, ça a été dit, donc je vais très vite, une réforme statutaire qui de toute façon ne se fera pas à court terme et qui est essentielle. Deuxièmement, des mesures urgentes, et pas des mesurettes, véritablement des mesures urgentes. Et par exemple, si on paye les kinos au 8e échelon, bah, évidemment on s'occupe de revaloriser aussi ceux qui sont déjà là, parce que comme quelqu'un l'a dit, sinon on a une crise sociale dans l'établissement. Ça, c'est une évidence. Mais par contre, on sait que beaucoup de régions le font, et en Ile-de-France, beaucoup d'hôpitaux d'Île-de-France payent les kinés au 8e échelon. Donc la PHP, là, est un petit peu en retard, mais on espère quand même que ça va marcher. Voilà. Troisième point, il y a un problème de gouvernance. Et puis je terminerai là-dessus. Il y a un problème de gouvernance. Et il y a peut-être plus une crise de la... pas de l'attractivité, mais de la fidélisation. Parce que l'hôpital, il reste très attractif. Et on va voir d'ailleurs dans les interventions futures que l'hôpital reste très attractif. Le problème, ça a été dit, c'est le turnover, c'est le problème de plateaux techniques qui n'ont pas bénéficié d'investissements suffisants. Les plateaux techniques sont parfois pas montrables. C'est deuxièmement le fait qu'il faut changer de méthode de travail et qu'en aigu, on travaille en silo disciplinaire, on travaille à des millefeuilles administratifs, et puis il y a surtout la boîte à eux entre les professionnels dont on évite soigneusement qu'ils se rencontrent et qu'ils se touchent. Donc cette culture n'est pas tout à fait la même en SSR, mais ça peut être un petit peu comme ça. Donc il faut que ce travail de collectif de soins, d'équipe de soins, qui est aussi promu dans la loi, dans le plan Ma Santé 2022, se traduisent. On peut donner de nouvelles missions aux kinésithérapeutes, par exemple des missions d'orientation, et puis ces missions doivent s'intégrer à une nouvelle façon, je termine, une nouvelle façon d'organiser les soins, sur la notion de gradation des soins. Et bien oui, parfois, il n'y a pas besoin comme dirait Valencien qui va parler tout à l'heure, il n'y a pas besoin de mettre un médecin derrière chaque porte des fois que le malade se cognerait le nez, ça c'est sûr. Donc il y a effectivement une mission pour des professionnels de pratique avancée, etc. Voilà, d'autre part, donc il faut finalement, je vais terminer parce que je sens que je suis long, reconnaissance au travail, le salaire n'en est qu'une partie, autonomie de décision avec des nouvelles missions et participation à un dispositif gradué, intégré, territorial de réadaptation. Voilà. Merci Monsieur Devailly, merci.